Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Antoine Loubière, le rédacteur en chef de la revue Urbanisme, et je vais animer cette petite table ronde d'ouverture de cette journée particulièrement riche en débats. Donc nous, on aura une petite heure de table ronde. Alors avec d'ailleurs une petite innovation, nous aurons une vidéo avec Jean Rotner, le maire de Mulhouse, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Mais il nous fait un petit message. Mais pour, je n'ose dire, le remplacer, nous avons Brigitte Bariol, qui est la déléguée générale de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et qui pourra donc être réactive dans le débat, parce qu'avec la vidéo, là, on est bloqué. Sinon, je vous présenterai... je vais vous présenter d'abord Hélène Pesquine, que vous connaissez tous, puisque c'est la secrétaire permanente du PUCA, et c'est elle qui va ouvrir ce débat. Puis nous avons un ami argentin, Andrés Bortagaray, qui est architecte, urbaniste, et qui est le directeur pour l'Amérique latine de l'Institut pour la ville en mouvement. Je redirai 2 mots plus tard de l'IVM. Et puis nous avons Philippe Labro, qui représente une grande entreprise nationale, dont il est le directeur des partenariats d'EDF Collectivité, et il est surtout, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, le secrétaire général de l'atelier Énergie et Territoire, qui est un think tank qui réunit la fine fleur dans son conseil scientifique de la recherche et de l'urbanisme français, n'est-ce pas? On en parlera tout à l'heure. Donc je laisse peut-être Hélène Pesquine ouvrir nos débats. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'ouvrir cette deuxième journée du colloque Être un métropole dans un monde incertain. La journée d'hier a été très, très dense et très intéressante et a vraiment montré la capacité qu'on peut avoir à croiser le regard des élus, des décideurs urbains et des chercheurs. Je voudrais ouvrir cette journée, cette matinée avec une référence à un sociologue de Chicago dont Alain Bourdin m'a parlé quand on a préparé cette table ronde. Le sociologue Robert Park qui disait, il y a maintenant 100 ans, en 1915, que sa ville était son laboratoire. Et je crois que c'est intéressant comme image pour démarrer cette deuxième journée sur justement la ville comme ressource, comme matière première de la recherche, avec les gens qui y vivent, les gens qui la fabriquent, les gens qui la gouvernent. Si on veut réussir le pari, je crois, de ce programme de la plateforme d'observation des métropoles, c'est vraiment dans cette optique. Ma ville, c'est mon laboratoire, ce qui ne veut pas dire pour autant un showroom ou un cabinet de curiosité, mais bien le lieu de quelque chose en train de se faire, et c'était l'idée de François Hacher aussi, je crois, la ville en train de se faire, sur laquelle on peut à la fois et en même temps agir et réfléchir, et que l'un ne se fait pas sans l'autre. Je vais peut-être laisser sur ces premiers mots Antoine démarrer avec ses questions d'animation. Alors, notre table ronde, c'est les relations de la recherche et de l'action. Donc, nous avons des gens qui sont plutôt du côté de l'action, mais aussi des figures plus hybrides, Andrés Bortagaray notamment. Et puis, nous avons le témoignage d'un élu qui n'est pas rien, qui est le maire de Mulhouse et le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et qui est aussi d'ailleurs vice-président de la région Grand Est, c'est à signaler. Et il nous a, faute de pouvoir être parmi nous, envoyé une vidéo. Donc je propose que ça va nous mettre dans le bain d'écouter cette Bonjour vidéo. à vous toutes et à vous tous. J'aimerais tout d'abord vous exprimer mes plus sincères excuses de ne pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, mais un empêchement de dernière minute m'oblige à rester ici en région. J'aurais aimé être devant vous et pouvoir m'exprimer directement comme président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, mais également comme maire de Mulhouse, engagé sur son territoire et profondément passionné de ma ville. Quand on est élu, quand on est maire, quand on est un maire urbain, concevoir, penser, réfléchir la ville me semble être un des éléments essentiels, voire majeurs, de notre mission. Penser la ville, c'est naturellement penser aux inégalités, à la mixité, à l'espace public, aux mobilités, au développement durable. Et aujourd'hui, médecin, comme moi par exemple, sans bagage urbanistique, sans bagage architectural dans ma formation initiale, je dois m'entourer.
Je dois m'entourer de mes services, je dois m'entourer aussi naturellement de l'avis de mes autres collègues élus, mais plus que jamais, je milite, moi, comme président de l'AFNO, pour que de nouveaux partenariats puissent exister entre le monde des élus et le monde de la recherche. C'est indispensable. Quand on est élu, on a une temporalité relativement courte, celle de notre mandat, mais de plus en plus. Nous apprenons à penser bien au-delà. Dans nos actions, nous pensons au futur et à la marque finalement, pas à la marque politique, pas à l'empreinte politique, mais à la marque laissée par nos décisions pour l'avenir de nos villes. Et pour cela, nous devons forcément être aidés, conseillés. Des bureaux d'études. Aujourd'hui, la recherche s'intéresse plus que jamais à l'histoire de la ville, à l'histoire de nos cités, mais également à son devenir, à son avenir. Et il nous faut croiser véritablement les expériences et les envies des uns et des autres. L'envie des élus, comme je le disais tout à l'heure, c'est de travailler très rapidement, à l'échelle d'un ou de plusieurs mandats, mais c'est un temps relativement court. C'est un temps qui s'impose avec une véritable pression sociale, celle de nos administrés, pour que nous puissions agir le plus rapidement possible sur certains dérèglements de leur vie quotidienne. Le temps du chercheur, il est souvent beaucoup plus large, beaucoup plus lointain aussi, mais il nous permet d'avoir des perspectives, il nous permet d'évaluer, il nous permet de comparer, il nous permet aujourd'hui, avec les nouveaux modes de communication, de nous comparer aussi à l'international, avec des cités, des habitudes qui évoluent de manière profondément différente. L'urbanisme en France, par exemple, n'est pas l'urbanisme nord-américain ou l'urbanisme sud-américain, mais de plus en plus, les villes communiquent, échangent, essaient de créer ensemble et essaient de dresser des perspectives d'évolution communes. C'est important et je crois que dans vos travaux, il faut que vous en teniez compte. La recherche est pour nous aussi le moyen d'évaluer vraiment nos actions et celles parfois de nos prédécesseurs, de pouvoir s'en inspirer et de pouvoir vraiment prendre la bonne décision la plus adéquate possible. Je serais incomplet si je ne m'exprimais pas sur les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, élus, recherche, villes des intelligentes, nous incitent aussi à essayer de trouver aujourd'hui de nouveaux modes de fonctionnement, une évaluation quasi en temps réel des décisions que nous pouvons prendre et de l'influence qu'elles auraient ou qu'elles pourraient avoir sur l'évolution d'une ville. Enfin, une fédération comme la Fédération nationale des agences d'urbanisme est aussi un outil, un partenaire qui peut être le trait d'union justement entre les élus et le monde de la recherche. Issu, c'est vrai, de la décentralisation, issu de la métropolisation de la France, ces merveilleux outils que sont les agences d'urbanisme permettent aujourd'hui d'évaluer, de comprendre, de dresser des perspectives entre la recherche académique et le temps de l'élu. Et nous sommes à votre disposition. Nous le faisons déjà dans un partenariat avec les uns et les autres, dans des éditions de documents, dans des colloques comme celui d'aujourd'hui. Nous sommes présents pour aider à cette réflexion qui permet à l'aménagement du territoire en France de retrouver véritablement ses lettres de noblesse. Merci encore de m'avoir écouté. Bon travail à toutes et à tous et je l'espère à très bientôt à une autre occasion. Bon, je crois que l'intervention de Jean Rotner est une bonne introduction à notre débat parce qu'il pose à la fois un peu les attentes finalement des élus par rapport à la recherche. Alors il y a ce mot qui est ressorti aussi hier dans beaucoup d'interventions d'élus, de évaluation, évaluer. Alors est-ce que, d'ailleurs c'est une question qu'on pourra se poser, est-ce que évaluer et faire de la recherche c'est tout à fait pareil? Évaluer, comparer aussi, bon, les élus sont souvent en attente finalement d'une sorte de benchmarking entre les pratiques qui se développent dans les villes, y compris les villes étrangères. Ensuite, il évoque aussi des thématiques. La question évidemment on ne sait plus comment il faut dire, la révolution numérique, la mutation, la transition numérique. C'est un peu pareil que pour l'énergie et l'écologie. On ne sait plus si on parle de transition, de révolution, d'évolution. Et donc, je pense qu'on reviendra sur ces questions
avec un peu de temps à nos échanges, là, on a une petite heure, hein, donc ça va aller assez vite. Un premier temps où peut-être les participants vont pouvoir expliquer un peu comment, finalement, eux travaillent, comment ils travaillent à de nouvelles relations, finalement, entre la recherche et l'action. Et puis peut-être qu'on essaiera, dans un second temps, d'évoquer les nouvelles thématiques, hein, et sur quoi la recherche urbaine aujourd'hui pourrait apporter de nouveaux éclairages, de nouvelles analyses. Voilà. Au passage, j'ai un regret que, évidemment, Jean Rotner ne soit pas avec nous, parce qu'il a évoqué incidemment qu'il était médecin de formation, médecin urgentiste. Et hier, Charles Piquet, le président du Parlement de Bruxelles, a évoqué le rôle de l'hôpital, qui lui paraissait un instrument fondamental de la cohésion sociale dans la ville. Et j'aurais aimé demander à Jean Rotner ce qu'il en pensait. Bon, mais par exemple, ce thème de la santé dans la ville est un thème peut-être sur lequel la recherche aurait à nous apporter, des choses à nous apporter. Alors, on va commencer par Philippe Labro, donc, que j'ai présenté tout à l'heure brièvement comme donc le secrétaire général de l'atelier Énergie et Territoire, qui est une sorte de think tank, hein, on va le dire comme ça. Bon, ça fait chic en plus, créé par une grande entreprise nationale, EDF, et bon, avec un conseil scientifique qui réunit la fine fleur de la recherche et de l'urbanisme français, Ariel Masbounji, Pierre Vels, Alain Bourdin, enfin, j'en oublie évidemment. Alors, pourquoi EDF a-t-elle créé cet atelier? Quelles étaient ses attentes? Et puis, bon, ça fonctionne quand même depuis 3-4 ans au moins. Hein. 4 ans, tout à fait, oui. Et donc, qu'est-ce que ça vous a apporté à la fois à vous-même et à l'entreprise peut-être? Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc en fait, c'est vrai que s'il y a un monde d'incertitude, c'est bien celui de l'énergie. L'incertitude est grande et totale parce que quand on discutait avec les spécialistes de l'énergie de Paris-Dauphine il y a quelques années, les projections qu'ils faisaient étaient aux antipodes de la réalité actuelle. Par rapport au prix du pétrole, par rapport à la conjoncture européenne, on était aux antipodes. Donc il y a cette conjoncture mondiale qui évolue profondément et qui n'est pas logique des fois dans ces soubresauts. Et puis il y a les réformes territoriales en France, avec tout ce qui s'est passé, loi NOTRe, MAPTAN, création des métropoles, etc., qui donnent un pouvoir aussi de gestion énergétique aux territoires, et les territoires s'en emparent, et donc on n'est plus du tout dans un système jacobin d'EDF d'il y a 10-15 ans, même. Alors on est dans une mutation totale du rapport avec l'énergie. Donc en fait, nous, on voulait, dans la direction collectivité, anticiper ces mutations, mieux comprendre en fin de compte ces évolutions. Et c'est pour ça qu'il y a 4 ans, ce n'est pas une demande de la direction stratégique du groupe, pas du tout. C'est une demande très opérationnelle de notre direction pour anticiper ces mutations et voir un peu comment on pouvait appréhender ça. Comment les territoires prenaient en charge l'énergie, quels étaient leurs désirs. Donc pour ça, on travaille sur des thèmes de recherche. Le premier thème, ça a été la mutation énergétique des territoires. Après, il y a eu un objet qui est arrivé, porté par le ministère et Ségolène Royal, qui a été le territoire énergie positive pour la croissance verte, le TEPCV. Donc c'est un bel objet qu'on a étudié par rapport à est-ce que ça mute, est-ce que ça crée de la valeur, est-ce que ça a été positive et négative. Et ensuite, après, on s'est posé la question, dans le 3e cycle de travail, sur les datas. Est-ce que les datas modifient des choses? Donc en fait, on a cet atelier qui est un atelier prospective sur la gouvernance énergétique territoriale. Ça, c'est pour la partie énergie, donc ça, c'est pour travailler sur les temps longs de la réflexion. Et ensuite, après, on a un deuxième atelier prospectif, qui n'est pas un think tank, mais qui est ce qu'on appelle le concours bas carbone, qui travaille aussi sur les mutations des territoires et comment ils appréhendent, en fin de compte, le bas carbone et comment les territoires peuvent traiter le bas carbone. Voilà. Donc, en fait, c'est le pourquoi. Le départ était vraiment une meilleure compréhension des mutations des territoires, à toutes les échelles territoriales, hein, au niveau de l'énergie, c'est les régions avec les schradettes à présent, c'est les métropoles, ça peut être même descendre jusqu'au quartier dans les productions d'énergie autonomes au quartier, donc comment tout ça mute. Ça, c'est la partie énergie. Et pour la partie carbone, on s'intéresse à la mutation urbaine des villes à travers, en fait, une appréhension du bas carbone, voire du zéro carbone. Donc on a travaillé avec 2 métropoles là-dessus, la métropole de Lille, où on a travaillé sur un quartier, comment construire un quartier bas carbone, donc
Alors pour faire ça, on se réfère à des études, on se projette en 2050, on oublie le PLU, on oublie toutes les règles d'urbanisme actuelles et on se dit, on fait une rupture directe dans la façon de penser et on se projette dans un monde à 2050 où tout est autorisé, mais il faut que ça soit bas carbone. Donc comment faire ça? Et cette année, on était allé à Bordeaux, sur le quartier de la Jalère, avec l'équipe d'urbanisme de la collectivité locale, et on a dit là, comment peut-on faire un quartier zéro carbone? Et ça, dans ma deuxième partie d'intervention, j'expliquerai comment on peut faire un quartier zéro carbone, parce que les résultats... Alors, qui c'est qui travaille là-dessus? Ce sont les équipes pluridisciplinaires que l'on sélectionne sur concours, avec architectes, designers, bureaux d'études, qui se rapprochent du monde académique pour trouver des solutions, et qui sortent, en fin de compte, en dehors des sentiers battus, une réflexion prospective. Moi, j'ai plaisir à dire que c'est un peu comme un concept car dans ces réflexions prospectives. On a un ensemble de solutions qui sont proposées, des fois utopiques, des fois moins, mais la collectivité peut s'emparer de solutions, en fin de compte, qui sont immédiatement déclinables sur le territoire, comme dans un concept car où vous prenez la boîte à gants parce qu'elle est intéressante, où vous avez un système de clé de contact qui est marrant. Donc on prend ces petits bouts d'innovation dans ce résultat-là pour faire de l'opérationnel et mettre un peu en action le territoire. Après, on verra les résultats. Oui, j'aimerais que vous nous parliez juste d'une petite chose. Moi, j'ai découvert un peu incidemment, grâce à nos amis notamment des agences d'urbanisme, que EDF avait des centres de recherche, dont un en Allemagne qui s'appelle Eifer, à Karlsruhe précisément, et qui est un centre de recherche qui n'est pas purement technologique, mais qui travaille aussi sur la base des sciences humaines et sociales pour analyser notamment ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, l'Energiewende, la transition énergétique allemande qui est particulièrement... intéressante et difficile aussi, et qui pose beaucoup de questions. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ce centre de recherche est commun, oui, sous une forme, je crois, de groupement d'intérêt économique, avec une université. Alors on a envie de vous dire pourquoi vous faites ça en Allemagne et pas en France? Tout à fait, donc enfin, c'est historique. On était actionnaire de NBW, dans Electricity de Baden-Württemberg, et on n'est plus actionnaire de NBW parce que les collectivités locales allemandes ont repris leur part dans NBW, mais on a gardé l'implantation à Karlsruhe, où on a un partenariat de recherche avec toujours NBW et l'université de Karlsruhe. Alors EDF, c'est 2800 ingénieurs-chercheurs dans les labos, et on a 100 chercheurs, on va dire, pluridisciplinaires, sciences sociales, sciences humaines et des techniciens qui travaillent sur la ville. Donc ils sont basés à Karlsruhe. L'important, c'est qu'ils aient une vision européenne de l'évolution des systèmes urbains. Et aussi, on a une petite antenne à Singapour, parce qu'on pense que Singapour est un endroit, en fin de compte, une ville-État très complexe, où l'autarcie est forte, parce qu'il faut qu'il soit autonome dans pas mal de choses, au niveau traitement des déchets, donc il y a beaucoup de contraintes à Singapour. On travaille beaucoup avec la ville de Singapour sur l'innovation, modélisation des flux, et trouver des solutions, toujours pareil, pour faire une ville bas carbone. Donc la position allemande est intéressante parce que ça permet de démystifier l'Energiewende, qui n'est pas aussi rose que l'on peut le penser dans certains cas. Aussi verte, oui. Mais donc, et de répondre à des appels à projets européens, comme ça permet d'avoir directement. Donc la réflexion que l'on a, nous, dans le think tank, ça alimente aussi du savoir-faire des personnes du laboratoire Eifer à Karlsruhe. Merci Philippe. On va peut-être partir en Argentine, et puis après... donc Andrés Bortagaray est le directeur Amérique latine de l'Institut pour la ville en mouvement, dont beaucoup ici savent que c'est le chercheur français François Hacher qui en a été à l'initiative, avec à l'époque le soutien de PSA, Peugeot, Citroën. Et l'Institut pour la ville en mouvement visait justement à sortir une approche des mobilités d'une approche strictement transport pour comprendre finalement les mobilités dans la ville. Et un des intérêts de l'IVM, c'est qu'il a développé un réseau international, notamment en Chine et à partir de 2007 en Amérique latine. Et Andrés Bortagaray a joué un rôle assez fondamental dans la mise en place de ce travail, notamment de ce travail en réseau, puisque c'est à l'échelle de toute l'Amérique latine. Et donc, j'aimerais bien qu'il nous explique comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a permis finalement, au-delà de ce soutien, j'allais dire, d'une entreprise privée française en Amérique latine, finalement, la rencontre entre des chercheurs, des experts et des acteurs, si j'ai bien compris. Alors,
Andrés. D'accord. Bonjour. Je suis vraiment très honoré de participer avec vous de cette introspection sur les débats urbains, la recherche, les élus et les différentes perspectives. Et effectivement, il y a une dimension hybride de l'IVM que je voudrais expliquer dans la recherche-action. Et un travail en réseau des professionnels et des chercheurs et des méthodes un peu sur mesure de ce qu'on peut faire à notre petite échelle. Et je voudrais dire un mot sur l'Amérique latine et comment on voit une approche régionale aussi à ces questions. Donc, d'abord, c'est une fondation internationale qui est en rapport avec une fondation argentine. Et à partir de là, on a une espèce de fenêtre entre la France et l'Amérique latine sur la question des mobilités urbaines. On les fait sur une base académique, mais aussi sur une base professionnelle et de gouvernance des villes. Et nous sommes nous-mêmes hybrides, ça c'est plus souvent en Amérique latine qu'en France. En même temps, on passe un peu de l'action à la recherche, et on fait un peu l'aller-retour. Et même acteur engagé dans la ville. Et moi, j'avais été personnellement invité à intégrer les conseils scientifiques et d'orientation de l'IVM par François Hacher, à un moment où il y avait aussi d'autres chercheurs, il y avait aussi la RATP, c'était vraiment un endroit très enrichissant des débats. Et l'idée, bon, c'est que ça évoluait pas mal pendant ces années. Donc on s'ouvre un dialogue et qui permet d'élargir les perspectives. Et nous, on a une organisation très légère et très souple, mais qui a une certaine capacité de développer les projets à cause d'un réseau où il y a des membres dans les villes les plus importantes de l'Amérique latine qui sont soit des chercheurs, soit des maires, et qui nous donnent une base très riche. Et avec ces réseaux, c'est qu'on fait aussi un dialogue avec d'autres centres internationaux de recherche. Et dès le départ, il y a eu une vocation internationale de l'IVM. Il y a eu déjà en Chine et en Amérique latine, et tout au départ. Donc, bref, c'est un réseau de recherche-action qui fabrique un réseau d'acteurs multidisciplinaires et ancré sur les expériences locales. Alors, sur les méthodes, on est plutôt un think tank boutique. On ne peut pas concurrencer le plus lourd, et surtout à niveau régional, mais qui a trouvé une niche sur quelques domaines, en particulier l'espace public de la mobilité, les rapports entre l'environnement et l'inclusion sociale, et aussi la gouvernance. Et donc, on essaie d'établir une mise à l'agenda des sujets et une animation des débats. Et par exemple, à Buenos Aires, il y a eu tout un projet qui s'appelle la ville lisible et qui portait en même temps sur les questions cognitives des gens qui se déplacent dans la ville et comment ils se représentent les réseaux des transports en commun, et aussi une question organisationnelle. Comme la prestation des transports n'est pas forcément des publics, et il y a plusieurs acteurs privés, et comment se mettre dans l'interface avec l'usager. Et aussi avec des concours, avec des ateliers de formation d'acteurs, à aider à structurer la participation sur les questions des mobilités, surtout quand ça devient conflictif. Des fois, on nous appelle et on s'enrichit de chaque expérience. Quelquefois, on parlait de dissémination. Moi, j'ai dit aussi une insémination, parce que de chaque expérience, on prend à Costa Rica, à Montevideo ou dans d'autres villes latino-américaines, on prend de nouvelles idées. Donc l'idée, c'est pas seulement la prospective, mais aussi comprendre dans les modes de vie quotidiens et des innovations possibles d'usage. Et alors, plus particulièrement sur l'Amérique latine, et qui est le continent, probablement la région du monde la plus urbanisée par rapport à son niveau de développement, et qui est presque 80% urbaine, la population. Et donc, c'est en même temps une des plus dynamiques et il y a le plus d'inégalités. Donc, il y a beaucoup de contrastes. Et donc, la question, c'est si la discipline est différente par rapport à la nature des métropoles ou c'est la même. Moi, j'aime
une réflexion qui faisait Borges, l'écrivain, quand il parlait du langage des Argentins. Il disait que c'était comme... en fait, c'était la même langue, c'était l'espagnol. Mais on utilisait les mêmes mots, mais avec des emphases différentes, pour des situations différentes, et ça permettait de l'enrichir. Et donc la question, c'est si, comme il y a eu, dans le même sens, un peu plus tard, le boom de la littérature latino-américaine, il peut y avoir un boom de l'urbanisme latino-américain qui réinterprète les questions d'une autre manière. Et en tout cas, il y a une vocation d'innovation et des présences. On vient d'avoir la réunion la plus importante des villes à Quito. Medellín est un exemple. Il y a pas mal d'exemples latino-américains qui se reprennent. Donc c'est en même temps un laboratoire d'ingéniosité et d'innovation, mais en même temps des projets échoués, des gaspillages. Donc aussi on peut apprendre. Et donc je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des situations différentes, mais on partage assez des références communes pour faire un vrai dialogue. Et donc, il y a bien sûr des différences, il y a un poids des peuples originaires, mais il y a une base culturelle européenne et des langues plutôt européennes, même s'il y en a d'autres. Il y a un attachement très fort à la démocratie locale, et des méthodes qui ont été reprises aussi ailleurs, qui permet donc de faire ces dialogues particulièrement fertiles. Alors, nous, on a quelquefois des pratiques qui deviennent iconiques et exemplaires, comme Curitiba et Medellín, mais des fois, on les prend un peu superficiellement, on ne l'étudie pas en toute sa profondeur, et on répète seulement des parties, donc on essaye d'approfondir un peu ce débat. Et en même temps, on a aussi des exemples qui échouent, mais on ne les étudie pas non plus assez, et on les répète, on échoue à nouveau. Donc on essaye aussi de se nourrir de toutes ces expériences. Par exemple, Curitiba avait un système de resignification du métro, mais aussi accompagné d'un plan de densité que parfois on oublie quand on les reprend dans notre ville, où Medellín, avec le métro câble, a fait tout un système de société publique très bien géré et un ensemble d'interventions qu'on oublie aussi quand on reprend seulement une partie dans d'autres villes. Donc, pour nous, ça a été un dialogue entre l'Amérique latine et l'Europe, mais c'était une opportunité de dialoguer entre les Latino-Américains et que quelquefois on ne le fait pas assez parce qu'on est chacun avec des centres internationaux et pas suffisamment entre nous. Je pense que ça, c'était aussi une petite contribution de ces réseaux. Et en même temps, en ayant un regard périphérique, on peut avoir une perspective aussi européenne dans son ensemble et qui est assez intéressante. Et un exemple de ces dialogues, pour mettre un exemple, dans la question des rues, que ça a été proposé comme un axe majeur de recherche à un moment de l'IVM, de redécouvrir ces dimensions, de voir l'actualité. Et dans l'international, il y a eu un catalogue et une exposition qui a tourné dans le monde et aussi en Amérique latine. Mais à partir de l'Amérique latine, on a réinterprété, resignifié, trouvé une dimension un peu plus fonctionnelle. On s'est mis moins dans l'actualité et plus un peu dans l'histoire des villes, à chaque étape historique des villes, un type de rue. Et ça aussi comme un élément d'anticipation de l'avenir, de la croissance des métropoles, il y a des milliers de kilomètres de rues qui se refont toutes les années dans les villes latino-américaines. Et donc ça, c'est devenu un outil un peu plus pratique et fonctionnel dans notre perspective. Et là, on a beaucoup d'exemples. Et aussi des exemples maintenant. Quel type d'espace de la mobilité des rues dans l'âge post-fossile peut-on envisager de la même manière qu'il y a toute une empreinte fossile dans nos villes. Et voilà. Et donc, pour finir cette partie et pour la deuxième, il y a eu toujours cette idée du droit à la mobilité comme partie du droit à la ville. Et ça, il y a un discours assez fort, il y a même des constitutions des villes qui sont dans des États fédéraux comme Mexico et Buenos Aires, mais ça devient aussi un sujet de réflexion assez dynamique.
Merci beaucoup, Andrés. Vous avez évoqué la langue espagnole et la langue argentine. Je salue votre maîtrise de la langue française. J'ai oublié de signaler que vous avez fait le cycle international de l'ENA en France, et que vous connaissez bien notre pays. Et en tout cas, vous nous avez apporté un éclairage pas seulement argentin, mais justement latino-américain. Alors, d'ailleurs, Brigitte Bariol, qui a représenté la France à Habitat 3 à Quito, connaît bien l'Amérique latine. Plus modestement. Tu étais experte internationale. Incidemment, d'ailleurs, cette idée justement d'approche comparative et de s'inspirer de ce qui se passe un peu dans tous les pays, c'est quelque chose que les agences font, puisqu'elles ont des... Et donc les agences, en fait, ma question... Alors, le président Rotner y a répondu à sa manière en disant les agences, c'est des traits d'union entre le monde de la recherche académique, le monde des élus. Mais c'est vrai que parfois les agences, enfin, suivant d'ailleurs leur propre positionnement local, territorial, elles ne sont pas tout à fait dans le même rapport à la recherche. Parfois on dit elles sont perçues comme, entre guillemets, trop intello, ou parfois trop proches des collectivités. Donc alors, où sont les agences? Alors, Antoine nous a questionné, sur, Jean Rotner et moi, sur ce rôle de passeur. Quelle posture ça peut vouloir dire entre monde du faire et monde de la recherche. Alors, je pense que dans les agences d'urbanisme, on essaye de cultiver un peu l'entre-deux, une posture, peut-être une formule à la mode peut le résumer, c'est en même temps. Donc en même temps dans l'action publique, dans l'appui aux collectivités sur le projet urbain, sur des choses assez concrètes du faire, et puis en même temps dans le défrichage de problématiques nouvelles, dans la prospective, dans ce qu'on pourrait appeler une forme de recherche-action. Et dans les agences, on a une formule que reprend souvent Jean Rotner, qu'il aime bien, qui est d'impertinence pertinente. Et c'est vrai que dans une agence, on est à la fois très proche des collectivités, près des élus, des services, et à la fois avec un pas de côté qui permet de dire des choses qu'on ne peut sans doute pas dire de l'intérieur. Donc il y a une certaine porosité, effectivement, et puis de culture partagé d'une certaine manière entre le monde des agences et le monde de la recherche, qui se traduit de manière assez différente par des coopérations dans des événements, dans des études avec des chercheurs, l'accueil d'ateliers, l'accueil de doctorants. Beaucoup d'agences hébergent des contrats CIFRE qui sont des formules très féconde. Et puis, il y a cette dimension réseau, c'est-à-dire de n'être pas connecté à un seul terrain, mais pouvoir effectivement comparer aussi bien à l'échelle nationale et avoir une ouverture, une fenêtre aussi sur d'autres acteurs du monde. Alors en même temps, cette posture de passeur qu'on essaye de cultiver, puisqu'il y a des chercheurs aussi qui sont directeurs d'agence, il y a des freins. Notamment la question du langage commun. C'est vrai que dans les collectivités, on a tendance à aller vite, parfois réducteur, enfin, être dans le synthétique. Et à l'inverse, dans la recherche, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, c'est quelquefois difficile de faire court. Donc on est plutôt dans les agences, dans ma thèse en 2 minutes. Et c'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Jean Rotner soulignait aussi la question des temporalités qui ne sont pas les mêmes. La temporalité d'un élu, même ceux qui se projettent, qui ont une vision d'avenir, elle est quand même très rythmée par le mandat, et le temps de la recherche se déploie dans l'épaisseur temporelle. Et puis, je pense qu'il y a des freins de part et d'autre aussi on va dire, dans le champ universitaire, il y a quand même, on le ressent, des freins disciplinaires. La transdisciplinarité n'est pas si évidente et si reconnue. Et c'est vrai que dans les agences, et les collectivités aussi, essayent plutôt
dans cette posture-là, même s'il y a aussi beaucoup de silos dans les collectivités. On le voit notamment pour l'accueil de contrats CIFRE. C'est pas vraiment une thèse, quoi. Quelquefois, c'est des remarques de ce type-là qui arrivent. Et puis, je pense qu'il y a la question de la connexion des acteurs de la recherche, des acteurs des collectivités, et ça suppose un travail d'identification de clés. Et là, je ne sais pas s'ils sont là, mais je voudrais rendre hommage et à Marie-Christine Jaillet et à Dominique Bellargent qui font un travail de fond, de connexion des chercheurs qui travaillent sur l'habitat et des acteurs du monde de l'habitat. Et ça veut dire qu'il faut référencer, les acteurs du monde de l'action ne savent pas ce qui se passe dans la recherche, il faut trouver ces connexions. Par rapport à ce que disait Andrés Botagaray, je pense qu'il y a aussi une spécificité un peu française de séparation entre le monde de la recherche et le monde de l'action, qui n'est pas la même, qui est beaucoup plus fluide dans d'autres pays où le chercheur devient plus facilement expert, conseil. Là, il y a encore des freins qu'il faut sans doute expertiser. Et puis, la question d'Antoine posait la question de la posture. Je pense que cette dimension d'interface de passeurs, ça passe par des postures personnelles, de curiosité, donc des personnes qui incarnent ça, et aussi dans la manière de travailler ensemble, dans les formes. Donc on a parlé du think tank d'EDF, hein, on est dans une logique pour que ce passage se fasse, ces porosités de modes d'échange collaboratifs, de travail en commun, d'esprit Fab Lab, et qui n'est pas toujours si facile à créer. Et peut-être pour trouver les modes de connexion, il y a plein de lieux qui peuvent l'être à des échelles différentes, le PUCA, des agences d'urbanisme. Et il y a la question de l'université. Et de l'université dans la ville, j'ai vu que Hélène Dangvu aussi intervenait. Et ce rôle d'acteur université qui est un acteur de la ville sur le champ économique, sur les campus, sur le projet urbain, sur la vie étudiante, je pense que c'est aussi, avec les communes aussi, un potentiel pour favoriser cette interface, ce passage et cette porosité entre le monde de la recherche et le monde de l'action publique et privée. Merci Brigitte. Je crois qu'Hélène Pesquine, à ce stade de notre débat, veut dire quelques mots. Oui, je voulais rebondir sur ces premières interventions, et notamment celle de Jean Rotner. Et je tenais à ce qu'un élu démarre la matinée. Je pense que c'est très important qu'il ait pu s'exprimer, même indirectement par vidéo. D'autres se sont exprimés hier. Et ces élus, finalement, ils incarnent justement ce que vous disiez, Brigitte, cette capacité à dépasser un peu le quotidien et à favoriser ce rapprochement pas toujours évident entre le monde de la recherche et la décision publique. Ces élus, encore une fois, ils sont garants de l'intérêt public, des décisions collectives finalement qui gouvernent nos territoires. On a évoqué hier la difficulté à transiger entre des décisions individuelles de plus en plus faciles à prendre finalement avec les outils du numérique et des décisions plutôt d'intérêt collectif qui sont entre les mains des élus. Et je pense qu'il faut, dans un premier temps, déjà tous ensemble leur rendre hommage et leur faciliter la tâche, parce que finalement, c'est quand même un exercice pas évident. Hier au déjeuner, Pierre Vels disait que les métropoles à la française, finalement, c'est une success story. On peut s'en réjouir. Les élus qui étaient interrogés par Marie-Christine Jaillet hier soir aussi étaient plutôt enthousiastes finalement sur les effets des dernières lois de décentralisation et le rôle qu'on leur faisait jouer, la responsabilité finalement qu'ils assument de prendre dans le fonctionnement territorial national. Je pense que les élus sont effectivement les premiers rôles de cette success story et qu'il faut que collectivement, dans ces démarches d'interface, réflexion, décision, on en tienne suffisamment compte. C'est un peu le rôle de la plateforme Popsus et de jouer à vie ma vie, d'arriver à ce que les gens se mettent à la place des autres et qu'au-delà d'une réflexion approfondie qui, comme le mentionnait aussi Marie-Christine hier soir, est parfois un peu décalée, parfois un peu dérangeante, même parfois politiquement incorrecte, ce qui n'est pas évident à comprendre pour les décideurs locaux qui peuvent se sentir un peu mis en cause dans les travaux qui sont issus des réflexions du monde de la recherche. Voilà, il faut la formuler
vraiment de manière constructive pour qu'elle soit utile à l'action. Et je crois que c'est le rôle du plan urbanisme, construction, architecture, c'est son rôle historique de jouer cette médiation et de la favoriser en étant le plus inclusif possible. C'est le deuxième point que je voulais mentionner qui du coup résonne bien avec vos interventions. Le monde change rapidement, la métropole change vite aussi. C'est ce qu'on a appelé hier le monde incertain. Il y a un côté un peu angoissant de l'incertitude. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière finalement d'encourager les gens à agir, mais en tout cas c'est une réalité qui stimule un peu la créativité. Et le monde change et il inclut finalement, et la métropole change en incluant de plus en plus d'entités finalement, de sphères, de milieux qui sont des milieux locaux, des milieux nationaux, des milieux internationaux, on l'a évoqué, des comparaisons qui peuvent se faire d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Je crois qu'il est indispensable à la fois que le plan urbanisme, construction, architecture, mais que les programmes qu'il mobilise s'ouvrent à ces nouveaux lieux, finalement, ces tiers-lieux de réflexion qui sont des think tanks, des lieux qui mélangent des entreprises privées et des décideurs publics, les agences d'urbanisme, évidemment, qui font un rôle de passage, de médiation, qui jouent un rôle, et notamment très près des élus, et c'est là qu'elles sont riches, très important de traduction, finalement, de vulgarisation des travaux qui peuvent être issus de réflexions plus lointaines, jugée en tout cas plus lointaine par un élu en charge de l'opérationnel sur son territoire, et une action publique de terrain. Et je pense que ça doit être vraiment le rôle du PUCA pour demain, de formaliser cette science de la ville à la fois inclusive et participative au travers des programmes qu'il peut mobiliser. POPSU en étant un bon exemple, et sur des programmes dans la construction, puisqu'on a deux piliers au PUCA, l'expérimentation recherche dans la construction et celle dans les stratégies urbaines. Il y a aussi des choses à inventer. On a un programme sur les démonstrateurs industriels de la ville durable qui cherche justement à créer ce lien avec les grandes entreprises dans des métropoles qui veulent vendre leur capacité à innover. Eh bien, l'État, dans ce rôle, en tout cas au travers du PUCA, doit être à leur côté, un facilitateur, un médiateur, un passeur, comme ça a été très bien dit. Mais l'État a d'autres rôles. Il a d'autres rôles urbains, bien que ce soit des compétences depuis longtemps maintenant décentralisées. Il a un rôle aussi de régulateur et de fabricant de normes. Et donc il faut arriver à trouver, ça peut être aussi le rôle du plan, qui est un organe un peu hybride, de faire le lien entre une démarche effectivement plus d'encadrement normatif de la production de la ville et la réalité du terrain, au travers peut-être d'expérimentations urbaines telles qu'elles ont été envisagées hier par les élus. Merci Hélène, ça va faire une transition avec notre deuxième temps de cet échange, plutôt sur les thèmes finalement à explorer par la recherche dans les prochaines années, peut-être dans le cadre notamment des nouveaux programmes du POPSU. Moi, alors il y a les thèmes traditionnels qui sont souvent évoqués, la transition, la révolution énergétique, la transition numérique, la transition écologique. Moi, ce qui m'a frappé hier, dans quelques propos autour de l'échange entre Charles Piquet et Johanna Rolland, c'est Charles Piquet, j'évoquais tout à l'heure son intérêt pour l'hôpital comme lieu de cohésion sociale, mais Charles Piquet m'est apparu très soucieux, alors ça renvoie peut-être aux événements tragiques qu'a connus Bruxelles, comme Paris à un autre moment, la question de la cohésion sociale, quoi. Vraiment, pour lui, c'était le thème fondamental de préoccupation, et bon, d'une certaine façon, il attend aussi de la recherche, des éclairages là-dessus, même si, paradoxalement, il citait des travaux de recherche français qui mettaient en question la notion de mixité sociale, et qui lui avait visiblement fort déplu, mais bon, peut-être que ça l'interrogeait justement sur la question, par exemple, des communautés, etc. Enfin, bon. Alors, j'évoquerai juste, Johanna Rolland, elle, énonçait 3 défis hier. Elle évoquait la question de l'urbanité dans un sens assez ample, hein, qui touche aussi la question finalement de la vie urbaine et puis des formes urbaines, la question de la densité. Bon, évidemment, la transition énergétique. Et puis, elle s'interrogeait sur ce qu'elle appelait les renouvellements
le renouvellement de la manière de faire, d'agir pour les collectivités, notamment finalement une logique plus collaborative qui fait qu'elle résumait par la formule la métropole avec tous et pour tous. Donc là aussi, peut-être que la recherche a des choses à apporter. Alors, avec nos amis, là, on va peut-être essayer de cerner quelques thèmes sur lesquels soit vous allez travailler dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc, peut-être, Philippe Labro, je sais qu'au niveau de l'atelier énergie et territoire, vous avez défini un programme de travail et ça Oui. nous éclaire peut-être sur ces Tout à fait. préoccupations. Parce que disons, le bouleversement du monde énergétique, en tous les cas du monde énergétique en réseau, l'électricité fait partie du monde énergétique en réseau, pose le problème des solidarités. Pour les solidarités, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, EDF a été créé après la guerre pour créer une péréquation tarifaire sur l'ensemble du territoire et faire en sorte qu'il n'y ait plus les usines au pied des Alpes et des Pyrénées, mais qu'il y ait l'énergie partout en France. Donc les tendances qui arrivent par rapport à la production autonome, par rapport à la régionalisation de la production, par rapport à la production au quartier, posent le problème des solidarités territoriales à deux niveaux. Le premier niveau, c'est entre les personnes, c'est-à-dire comment on fait pour éviter... Là, on pense que l'énergie est un facteur de cohésion sociale naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'être déconnecté énergétiquement d'un réseau, hormis si on est riche et qu'on veut se payer l'autonomie. Donc ça pose problème de savoir, le pauvre ne pourra pas se payer l'autonomie, le riche peut se payer l'autonomie. S'il se paye l'autonomie, il ne cotisera plus à la cohésion sociale en donnant une petite part de sa facture pour faire la solidarité territoriale. Donc après discussion avec nos membres du comité scientifique, là, il n'y a pas longtemps, on avait attaqué un sujet qui était la dimension sociale de l'énergie, qui nous semblait intéressant mais trop vaste. Donc après discussion avec Alain Bourdet entre autres, on s'est dit... Il faut voir comment on peut, avec ce nouveau système de distribution d'énergie, travailler sur les nouvelles solidarités entre territoires, parce que j'ai un très bon papier de Pierre Weiss qu'il avait écrit sur notre think tank, qui disait en fait que l'énergie est un bien commun. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un bien particulier ? Si j'ai un territoire qui est riche en systèmes productifs locaux, où j'ai du vent, où j'ai l'eau, etc., je peux m'autonomiser en disant mais le reste, alors, quelle importance, puisque moi je peux gérer mon autonomie. Donc est-ce qu'on considère que l'énergie est un bien commun au niveau national, régulé, ou est-ce qu'on considère que c'est un bien local à partager avec des facteurs différents ? Donc c'est les questions qu'on va poser dans les travaux que l'on va lancer sur les nouvelles solidarités entre territoires et entre individus. Alors, un petit mot sur l'exemple allemand, en fait, parce que en Allemagne, le financement des énergies renouvelables se fait par une taxe prélevée, comme en France, sur la facture énergétique. Seulement, en Allemagne, elle est de la valeur du prix du kilowattheure français, la taxe. Donc, elle est très chère pour financer les réseaux, les nouveaux réseaux et les productions. Ce qui fait que la personne qui a de l'argent s'autonomise, donc va être autoproducteur, donc va se déconnecter en partie du réseau, ne pas payer la taxe, et c'est celui qui ne va pas avoir d'argent, en fin de compte, qui ne va pas pouvoir se déconnecter, qui, lui, participera à la solidarité. Donc ça pose le problème de l'Energiewende dans son équilibre économique et de cohésion sociale, qui est re-questionné par les Allemands dans certains Länder, qui pose problème. Donc nous, ça va être un facteur important de nos travaux pour l'année à venir. Alors, simplement, pour dire comment on travaille, nous, dans le think tank. Parce que, alors, on s'est dit, il faut partager, parce que c'est pas un think tank en chambre. Tout ce que je vous dis là, nos travaux sont en ligne. Sur Atelier Énergie, vous avez toutes les auditions, vous avez toutes les publications, vous avez les interviews. Donc, on travaille sur la méthode de l'audition publique. C'est-à-dire qu'au lieu d'auditer en catimini, on audite en public. On a 60 invités à chaque fois. C'est 2 membres du comité scientifique qui auditent, en fait, nos invités, qui sont ministres, qui sont des spécialistes, qui sont des acteurs du thème sur lequel on travaille. L'audition se fait au Café Procope, Café des Révolutionnaires. Donc tous les mois et demi, on fait une audition publique et ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire sur le site, il n'y a aucun problème, c'est ouvert. Ensuite, après, on a 10 auditions publiques dans un cycle annuel. Ensuite, après, on va à la rencontre des territoires. On est allé à Lille, on est allé au Grand Lyon raconter Karine Doyensos, que j'ai vu, faisait partie aussi du panel des invités, où on va auditer un territoire qui est innovant dans un domaine ou qui a des choses à dire dans le domaine sur lequel on travaille. Donc, deuxième source d'information pour alimenter nos travaux. Et troisième source, la recherche.
La recherche, où là, on travaille avec les SEC comme partenaire académique aussi, avec Alain Bourdin, avec d'autres acteurs, Jean-Marc Hoffner qui est ici, participe aussi à nos travaux. Donc on lance un thème de recherche où là, on va aller à la rencontre d'acteurs, peut-être, de manière plus individuelle, et travailler de manière plus académique sur le thème sur lequel on aura posé les questions. Après, on se donne le temps de la réflexion, de l'analyse, pour travailler sur une synthèse de ça. Notre seule prétention, c'est partager. C'est partager avec l'ensemble des acteurs que vous êtes ici, pour nous interroger. Parce que je pense que c'est Nietzsche qui a dit, en fin de compte, c'est pas le doute qui tue, mais c'est les certitudes. Donc notre gros problème, EDF, c'est pas avoir trop de certitudes. Voilà. Et arriver à douter un peu pour faire évoluer une entreprise qui doit prendre un tournant de la modernité et surtout d'être bien en accord avec la société actuelle et bien en accord avec la gouvernance territoriale actuelle. C'est-à-dire anticiper ces mutations territoriales et proposer des solutions qui vont anticiper. Donc les nouvelles solidarités, pour nous, c'est un thème important. Puis pour conclure, tout à l'heure, peut-être, je parlerai un peu des problématiques carbone qui sont aussi des problèmes de société. Oui. Brigitte, les agences... Alors, la prochaine rencontre, c'est sur construire l'Europe par les territoires. Ça, c'est un thème plus politique, finalement, mais je ne sais pas sur quel type d'axe de réflexion. Antoine nous avait questionné sur les zones d'ombre pour les collectivités et éventuellement pour la recherche. Alors, j'avais envie de reprendre une métaphore qu'aime bien Jean-Marc Hoffner, parce qu'il est président pour le POPSU du Conseil scientifique, c'est ça. C'est la métaphore du réverbère, où à la fois les acteurs publics, mais peut-être aussi les chercheurs, regardent, cherchent dans le halo du réverbère éclairé. Et c'est vrai que sous le réverbère, il y a beaucoup la transition énergétique, la transition numérique. Je pense qu'on est tous questionnés pour aller voir au-delà du halo du réverbère. Et donc, la question peut-être sur laquelle on peut revenir, qui est une question qui vient sans doute d'un manque qu'on a vu dans le programme. On a échangé avec Jean Rotner. C'est que les 3 tables rondes d'aujourd'hui n'ont aucune femme. Alors, il y aura des rapporteurs. Il y en avait hier, mais je nous exclus de la matinée. Et par rapport à l'intervention de Johanna Roland hier et la connaissance de beaucoup de préoccupations d'élus, cette cohésion, cette approche de tous les publics qui font la métropole et la ville, elle est très importante. Et donc c'est un sujet dont on s'est saisi, la place des femmes à la fois dans l'espace public, l'agora, mais aussi dans l'espace politique, la police, et dans l'espace de la recherche, peut-être, pose question. Et on se rend compte qu'on connaît assez mal les représentations, les usages. Il y a du militantisme, mais une connaissance étayée, pas tant que ça, ou alors on est passé à côté. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille et je pense que le POPSU doit se saisir vraiment de cette approche par les usages et les enjeux de cohésion sociale. Et puis quand même, pour revenir sous le réverbère sur la transition numérique, donc je crois que dans les collectivité ou la manière dont les agences peuvent l'aborder, c'est ce sentiment de profusion sur tous les potentiels des nouveaux modes de connaissance, de l'enjeu de la data, de l'enjeu des nouveaux services, des mobilités, des nouvelles formes aussi de citoyenneté qui sont permises. Donc on a fait aussi un travail pour essayer d'identifier un fil conducteur sur la manière dont, en tant qu'agence d'urbanisme, en lien avec les collectivités, on peut s'en saisir. Donc on a bien vu cette profusion de démarches très axées quand même sur les services, plutôt sur l'entrée technologique qui existe dans les territoires. Assez peu de territoires quand même qui ont vraiment une stratégie ville intelligente et transition numérique formalisée. Alors Karine Doniassos était là,
hier, Lyon fait partie de ces territoires, Rennes aussi, et d'autres. Mais ce qui nous a frappé dans les débats qu'on a organisés avec les élus, Robert Herrmann aussi, sur ces questions-là, c'est vraiment la volonté d'aborder cette question de la ville des intelligences par la ville collaborative, cette notion de commun numérique, cette notion de collaboration avec tous les acteurs de la ville, les entreprises, c'est-à-dire l'approche French Tech ou écosystème numérique, c'est pas seulement à travers un soutien économique, mais vraiment sur un capital territorial qu'il se positionne. Et je trouve que c'est intéressant, c'est vraiment une question à creuser. Voilà. Et le message, c'était regarder ensemble hors du halo du réverbère. Bon, là, on est en pleine lumière, alors on a du mal à voir la salle déjà. Andrés, peut-être l'IVM là en Amérique latine, vos nouveaux thèmes de travail, sachant que bon, vous avez travaillé sur notre... Bon, mais c'était le cas aussi en France, il y a eu l'exposition Passage, donc oui. La question finalement des espaces publics de mobilité, on l'a retrouvé à travers ça, mais il y a peut-être... Surtout que je précise que maintenant, l'IVM est une entité de l'Institut pour la transition énergétique qui s'appelle VDECOM. Alors, les instituts pour la transition énergétique qui sont dans le cadre, pour ceux qui sont initiés, du programme d'investissement d'avenir. Et alors, VDECOM, ça veut dire... Alors, l'intitulé est intéressant, véhicule décarboné, communicant et sa mobilité. Donc c'est aussi quand même un objet technologique sur lequel il faut peut-être aussi réfléchir en termes d'usage et d'impacts sociaux. Alors je ne sais pas si ça sera dans vos réflexions des prochains mois et des prochaines années. Oui, absolument. Et donc sur les sujets, l'idée c'est que ce soit toujours des sujets qui sont un peu orphelins, qui ne sont pas les centres de l'attention publique encore, installer aussi de nouvelles questions. La question aussi de la cohésion sociale, et quand on parle des droits à la mobilité, c'était toujours la possibilité de bouger pour s'insérer, et c'est toujours présent. Et dans les sujets que tu évoquais, que la maire de Nantes avait proposé, quand on parle de la structure physique des villes et des réseaux de transport et comme on sature de la croissance sur un angle différent, il y a la question de l'urbanité. Quand on parle de la gouvernance des villes, des métropoles mobiles, il y a aussi le renouvellement de la manière d'agir et aussi comment la transition numérique énergétique est prise dans nos villes, et surtout dans cette étape institutionnelle de l'Institut. Finalement, quelques questions sur les villes latino-américaines. Donc, sur la structure physique de la ville, il faut d'abord comprendre qu'il y a une maîtrise plus faible de l'urbanisation et en général des normes et dans les villes latino-américaines de la part des institutions. Et donc, il s'agit, c'était un vrai enjeu d'identifier ce sujet dans lequel on peut effectivement intervenir. On ne peut pas tout faire. Et là, c'est un grand défi, par exemple, dans l'allocation des logements. Et la question de l'inégalité sociale que j'évoquais tout à l'heure et qui se voit aussi dans l'espace et de la mobilité. Et par exemple, pour la question des genres, on a fait des études, mais là, quand j'étais au plan stratégique, que pour l'accès à la ville en autoroute, 80% des conducteurs étaient des hommes et 20% des femmes dans les autoroutes, pas dans les avenues et pas dans les transports en commun, que c'était bien réparti, 50-50. Donc il y a des conséquences tout de suite directes. On a aussi des discours un peu contradictoires dans nos villes en général. Et on est déjà au-delà de l'étape des voitures, mais dans la pratique, on fait des infrastructures qui l'encouragent. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on voit dans l'espace. Et on peut voir dans les exemples des villes comme Brasilia et Curitiba, qui ont le même niveau socio-économique, la même population, la même quantité de voitures par habitant, des manières de se déplacer dans la ville complètement différentes. Donc il y a beaucoup à faire. Et puis il y a des défis environnementaux très puissants, mais ils sont peut-être moins présents dans les débats parce qu'il y a encore d'autres
d'autres enjeux de sécurité routière et sociaux qui sont aussi très importants. Sur la question de la gouvernance, c'est toujours dans l'agenda. Il y a, par exemple, dans la question métropolitaine à la ville de Buenos Aires, on a 15 millions d'habitants, mais 3 millions dans la ville elle-même. Après, il y a une quarantaine de mairies. Après, il y a la province de Buenos Aires et l'État. Et il n'y a pas vraiment un endroit où on puisse réfléchir sur l'ensemble d'une manière plutôt opérationnelle. Avec Jean-Pierre Orfeil, et Mireille et tous les groupes de l'IVM, on avait fait un travail qui s'appelle la fabrique du mouvement, qu'on essayait d'apprendre des controverses et à partir des cas concrets et ce qui est derrière la prise de décision et comprendre un peu plus quelle est la logique. Par exemple, pourquoi Bogota n'a pas de métro? Maintenant, ils avancent, mais il y a toujours des controverses. Ou comment les opportunités ratées de faire un espace public de qualité avec les interventions de la mobilité à Santiago ou l'inégalité dans le traitement des piétons à Lima, etc. Sur la question spécifique de la transition énergétique et numérique, donc d'un côté, ça peut apparaître que c'est un débat un peu décalé en Amérique latine par rapport à l'Europe. Ça peut même paraître artificiel, si on le veut voir d'une certaine manière, mais d'une autre, par exemple, en Amérique latine, on a adopté les portables peut-être même plus rapidement qu'en France. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité des changements qu'il peut y avoir. Mais la question, c'est comment on les fait en prenant en compte les enjeux. Par exemple, il y a des questions des hautes technologies, il y a des questions aussi pour l'industrie, il y a la transformation des lithium où il y a des grandes réserves, l'organisation de l'espace dans la ville, mais il y a aussi des questions low-tech, par exemple, qui relèvent plus de l'organisation sociale de la mobilité que de la technologie. Par exemple, à la cité universitaire de Buenos Aires, où il y a 40 000 élèves qui vont tous les jours, l'utilisation des vélos est particulièrement faible à cause des ruptures urbaines qu'on avait essayé de prendre avec ces projets de passage et de les prendre d'une autre manière. Donc, la question de l'interaction avec le digital et les rapports avec les territoires, c'est un gros sujet maintenant des recherches. Et finalement, la question des villes latino-américaines en tant que telles, ça devient aussi un sujet. Donc, voilà. Et là, pour intervenir dans ces sujets, il y a la question des recherches et des mises en agenda, mais aussi d'intervenir dans les débats publics et donner des clés d'interprétation des phénomènes qui sont courants. Merci Andrés pour ce témoignage. Les organisateurs me rappellent que nous devons nous orienter vers la conclusion de ce débat pour permettre l'enchaînement des ateliers. Donc je pense qu'Hélène Pesquine va nous proposer peut-être une première synthèse. Et petit mot d'abord pour répondre à votre question sur les thématiques finalement qui peuvent irriguer ces nouveaux travaux de recherche pour l'action. Moi je rejoindrai Philippe Labro sur le thème des solidarités. Je pense que ça a été évoqué d'ailleurs également hier soir par Marie-Christine Jaillet, qui sera la directrice scientifique du nouveau programme POPSU Métropole. Elle a parlé surtout de solidarité spatiale, qui, dans son agglomération toulousaine, est un sujet sur une ville qui s'étend. Ces solidarités, elles sont évidemment aussi des questions de solidarité sociale, évoquées beaucoup par Charles Piquet. Et je pense qu'au prisme des trois grands sujets, finalement, qui ont été évoqués, ou en tout cas au moins deux grands sujets qui ont été évoqués ce matin et puis hier, qui sont le défi climatique et les nouvelles technologies. Le troisième étant les gouvernances, mais il est peut-être plus un instrument. Eh bien, aller regarder au prisme des solidarités, on peut apprendre aussi beaucoup de choses. Les fragilités environnementales sont très souvent des fragilités sociales, ou en tout cas elles en génèrent, et c'est souvent les plus fragiles qui sont victimes des problématiques environnementales les premiers, et donc pour lesquels, face à des mouvements et des évolutions rapides du climat, il faudra trouver des solutions. Et ces solutions, ce sont celles des élus qui justement sont dans l'intérêt général et dans l'intérêt collectif. De la même manière que les nouvelles technologies génèrent des ruptures, des fractures sociales entre les gens qui finalement ont accès à un certain nombre de nouveaux services privés ou publics et ceux qui n'y ont pas accès. Et elles se recoupent d'ailleurs en partie avec les fragilités et les disparités
disparités spatiales évoquées hier soir. Et donc je pense que pour demain, pour l'avenir, pour le programme POPSI du PUCA, mais aussi plus largement pour l'action publique, ce thème des solidarités avec tout ce qu'il recouvre est vraiment, à mon avis, un fil rouge très significatif. J'avais une petite anecdote quand même, je vais essayer de la placer. Enfin, anecdote, si on peut dire, c'est pas une anecdote, mais je voulais finalement donner un témoignage de ce à quoi la recherche peut servir pour l'action. Depuis 3 ans, je me suis beaucoup occupée de climat, certains le savent dans cette salle et autour de la table. Et il se trouve qu'il y a 3 ans, personne n'imaginait que 195 nations pourraient se lever pour adopter ensemble à l'unanimité un accord sur le climat, qui vise à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre en entraînant une évolution systémique de nos modes de vie et une transition rapide de nos économies, et notamment dans les pays occidentalisés qui se croyaient un peu à l'abri de ces transformations radicales. Et comment on a réussi à obtenir cet accord des 195 parties à la Convention des Nations Unies sur le climat ? D'abord parce que le changement climatique, c'est une réalité, quoi qu'en disent encore certains, que les événements extrêmes, on en a vu encore la preuve il y a quelques jours, se multiplient depuis quelques années et n'épargnent plus d'ailleurs les pays riches, que ces mêmes pays riches commencent à être un peu ébranlés dans leur certitude, et notamment leurs plus puissants investisseurs, en particulier les assureurs. Mais surtout, je crois surtout que si on a obtenu cet accord, c'est grâce à l'intelligence et à la pugnacité d'un groupe de chercheurs réunis au sein du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a appris, en quand même peut-être une petite vingtaine d'années, à se faire comprendre des gouvernants et à s'adresser à ceux qui décident, en se mettant à leur place, en se positionnant dans un rôle de décideur public et d'action plus opérationnelle ou plus politique que celle qui est dans le quotidien des chercheurs. Et c'est parce que ce groupe de chercheurs a eu cette intelligence et cette pugnacité que les gouvernants ont compris qu'effectivement la preuve était faite, et là c'est une certitude, que la responsabilité de l'homme était avérée dans le changement climatique. Et je pense que c'est un très bon exemple de la manière dont, là, à l'échelle planétaire, et peut-être qu'on n'en tirera pas tous les bénéfices qu'on a espéré en tirer le 12 décembre 2015, mais il faut qu'on garde en tête que ce modèle, il est quand même, finalement, parfois, il trouve le succès, et qu'on peut trouver à l'échelle locale, en mettant au service des décideurs publics les acquis de la recherche, des succès identiques, voilà, d'une autre dimension, d'une autre ampleur, mais tout aussi important pour répondre à ces nouveaux défis. Je crois qu'il est 10h20 et que nous devons conclure. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci d'avoir écouté. Alors